Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire, toujours avec cette idée de parcourir les livres qui m'ont occupé durant la semaine, de reprendre la pile de livres que chaque semaine j'espère moins importante et puis qui chaque semaine l'est tout autant, parce que il y a des choses que je découvre, j'ouvre, je lis un chapitre et puis je laisse tomber et puis ensuite je continue, mais ça fait partie des lectures en cours, et puis d'autres qui me tiennent un peu plus sur le long terme ou sur une lecture plus suivie et quotidienne. Et donc, voilà, il y a plein de livres qui parcourent mon quotidien. Certains, je les termine en un jour ou deux, puis d'autres me suivent et je lis un chapitre et puis voilà. Alors aujourd'hui, donc la pile, c'est de nouveau un truc assez impressionnant, mais là-dedans finalement il n'y en a pas beaucoup sur lesquels j'ai pris beaucoup de temps. Alors je vais aller vite sur ceux qui m'ont peu occupé et puis m'attarder beaucoup plus sur le reste. Alors j'ai entamé plusieurs lectures dont j'ai lu un chapitre ou une préface ou quelques mots. J'ai envie de me remettre à la lecture de poésie en prose avec le Gaspard de la nuit d'Aloysius Bertrand, et donc j'ai lu pour l'instant ce qui en est quoi? Bonne question. Gaspard de la nuit, fantaisie à la manière de Rembrandt et de Callot par Aloysius Bertrand, avec ce préambule avant la préface qui nous raconte déjà une histoire, qui nous parle du livre qui a été retrouvé à Dijon et qui nous décrit la Dijon ancienne, la Dijon du XVe siècle, et qui, d'emblée, il y a un souffle, il y a quelque chose qui me donne envie d'aller relire ceci, un bouquin un peu oublié, mais qui est considéré, je crois, comme l'inventeur, Aloysius Bertrand, du poème en prose, avant même des Baudelaire et d'autres qui reprendront cette forme-là. Dijon, donc. Dijon n'a pas toujours parfilé ses heures oisives au concert de ses philharmoniques enfants, voilà le genre de phrase qu'on peut lire. Il a endossé le haubert, coiffé le morion, brandi la pertuisane, dégainé l'épée, amorcé l'arquebuse, braqué le canon sur ses remparts, couru les champs, tambour battant et enseignes déchirées, et comme le ménestrel gris de la barbe, qui emboucha la trompette avant de racler du rebec, il aurait de merveilleuses histoires de guerre à vous raconter, ou plutôt ces bastions croulants qui encaissent dans une terre mêlée de débris les racines feuilleuses de ces marronniers d'Inde, et son château démantelé dont le pont tremble sous le pas éreinté de la jument du gendarme regagnant la caserne. Tout atteste de Dijon, un Dijon d'aujourd'hui, un Dijon d'autrefois. J'eus bientôt déblayé le Dijon des XIVe et XVe siècles, autour duquel courait un branle de 18 tours, de 8 portes et de 4 poternes, où portelle le Dijon de Philippe le Hardi, de Jean sans peur, de Philippe le Bon, de Charles le Téméraire, avec ses maisons de torchis à pignons pointus comme le bonnet d'un fou, à façade barrée de croix de Saint-André, avec ses hôtels embastillés à étroite barbacane, à double guichet, à préaux pavés de hallebardes, avec ses églises, sa sainte chapelle, ses abbayes, ses monastères qui faisaient des processions de clochers, de flèches, d'aiguilles, se déployant pour bannière leurs vitraux d'or et d'azur, promenant leurs reliques miraculeuses, s'agenouillant aux cryptes sombres de leurs martyrs, ou aux reposoirs fleuris de leur jardin, avec son torrent de Suzon, dont le cours chargé de poncelles de bois et de moulins à farine séparait le territoire de la baie de Saint-Bénigne du territoire de la baie de Saint-Étienne, comme un huissier au Parlement jetait sa verge et son holà entre deux plaideurs bouffis de colère, et enfin, avec ses faubourgs populeux, dont l'un, celui de Saint-Nicolas, étalait ses 12 rues au soleil, ni plus ni moins qu'une grasse truie en gésine
Ah là, c'est là que je cale, malheureusement, alors que c'est quand même assez extraordinaire. Ni plus ni moins qu'une grasse truie en gésine ses 12 mamelles. J'avais galvanisé un cadavre, et ce cadavre s'était levé. Voilà le souffle qu'on a dans cette prose-là, cette prose poétique d'Aloysius Bertrand. Alors, il y a un livre qui est découvert, qui est donc ce Gaspard de la nuit, mais de qui s'agit-il? Les fantaisies de Gaspard de la nuit, avec ses allusions à Rembrandt. Je vais lire la suite à haute voix, parce que c'est ça le deal pour la poésie. Chez moi, j'aime lire la poésie à haute voix. Et donc, cette poésie en prose, je vais essayer de me la mettre sous la dent avec le plaisir que je viens d'avoir déjà en relisant ce que j'ai déjà lu, mais je n'ai lu que ça pour l'instant. Donc je passe rapidement sur ce premier livre. D'autres livres dont j'ai à peine ouvert les pages, Idiotie de Pierre Guyotat, récit autobiographique, où il nous parle de sa jeunesse. Paris, automne 1958, sous le pont de l'Alma, autour de minuit, troisième nuit dehors de notre échappée, à Paris depuis Lyon, où, sortant de 9 années de pensionnat, lycéen en philosophie, je vis chez le jeune frère de mon père, psychiatre. Et il nous raconte donc son enfance non pas son enfance, là il est déjà quand même jeune homme, et d'ailleurs il y a beaucoup d'attirance pour les femmes, pour une certaine sensualité qui se dégage assez rapidement de ce tout premier chapitre que j'ai lu, donc je ne vais pas m'attarder très longtemps. Je découvre l'œuvre de Pierre Guyotat un peu par hasard. Vous voyez qu'il y a une marque de bibliothèque ici, la bibliothèque de mon village se séparait de certains livres, dont celui-là, donc je l'ai pris pour le lire, et je vais m'y plonger plus par la suite, avec sans doute beaucoup d'intérêt. À la bibliothèque de mon village, j'ai emprunté, donc là, vous voyez qu'il y a une petite différence, c'est que ici, ça n'est pas barré, alors que là, oui, enfin, on a un code barre. Il y a le Dans la forêt de Gene Eckland, un roman dont vient de paraître une sorte de suite, un roman qui évoque l'idée de vivre seul dans la forêt, ou de vivre par petits groupes dans un monde d'après une forme d'apocalypse, si j'ai bien compris. Alors là aussi, je n'ai lu que quelques pages, donc je ne vais pas pouvoir développer beaucoup plus pour l'instant. Mais évidemment, à l'heure où les questions écologiques, même si visiblement tout le monde aujourd'hui les laisse de côté, alors qu'elles sont au cœur de ce qui devrait nous inquiéter, mais bon, il y a beaucoup d'autres inquiétudes qui se superposent à celles-là et qui ont tendance à l'effacer, mais voilà, vivre dans la forêt, retrouver notre rapport à la nature, à une vie plus sobre et plus en relation avec le monde, avec la terre, profiter de cette terre avant qu'elle soit complètement détruite. Et ça entre en écho, tout ça, avec un livre là que j'ai un peu plus lu cette semaine, c'est Senancour, Obermann, l'histoire d'un homme au début du 19e siècle qui s'enfuit dans la nature, justement. La montagne plutôt que la forêt, quoique il y a des promenades en forêt à Fontainebleau qui sont décrites. Alors c'est un livre qui est assez étrange dans sa construction, en tout cas étrange pour un esprit moderne qui s'attend à lire un roman. C'est un roman épistolaire, en tout cas assez formé de lettres, avec aussi ce qui est appelé à certains moments des fragments. Et ces lettres, on ne sait pas d'ailleurs qui il les écrit, à un ami, mais cet ami, qui est-il? L'ami ne répond jamais, et on
ne nous raconte pas vraiment une histoire, ou l'histoire d'une âme peut-être. Alors, il fait beaucoup de réflexions qui parfois tournent à la démonstration ou à la dissertation, et ce qui est parfois un peu ennuyeux. Puis tout d'un coup, il y a des fulgurances, il y a des moments où il pense de manière plus intense. Il y a une quête de l'intensité, quête qui semble ne pas réussir. Mais voilà, entrer dans une âme torturée, une âme sensible qui essaye d'échapper, non pas d'échapper au monde, mais de trouver un autre rapport à ce monde dans lequel la vie est si compliquée. Par exemple, on va lire un petit extrait de la lettre 37, Lyon, 2 mai, l'année 6. L'année 6 de quoi est-ce qu'il compte selon le calendrier révolutionnaire, puisqu'on est dans cette époque-là? Tout le contexte historique est complètement absent de ce livre-là. Alors que 1804, quand ça paraît, c'est une période extrêmement mouvementée, mais la Révolution française et tout ça, alors lui va fuir, mais sans être vraiment un opposant, sans être non plus quelqu'un qui adhère à la Révolution. On sent que tout ça n'est pas son sujet. Donc voilà ce qu'il écrit. J'ai des moments où je désespérais de contenir l'inquiétude qui m'agite. Tout m'entraîne alors et m'enlève avec une force immodérée. De cette hauteur, je retombe avec épouvante et je me perds dans l'abîme qu'elle a creusé. Si j'étais absolument seul, ces moments-là seraient intolérables. Mais j'écris. Et il semble que le soin de vous exprimer ce que j'éprouve soit une distraction qui en adoucisse le sentiment. À qui m'ouvrirais-je ainsi ? Là, on se dit, ah tiens, on va savoir enfin à qui il écrit. On ne sait pas beaucoup plus, mais il y a peut-être aussi le lecteur, même si c'est plus de 200 ans après, qui se dit, ben oui, j'ai pu aider cet esprit-là à s'adoucir, à en adoucir le sentiment. Quel autre supporterait le fatigant bavardage d'une manie sombre, d'une sensibilité si vaine ? C'est mon seul plaisir de vous conter ce que je ne puis dire qu'à vous. Voilà, que quelqu'un me répond, mais c'est pas la réponse que j'espérais. C'est donc mon seul plaisir de vous conter ce que je ne puis dire qu'à vous, ce que je ne voudrais dire à nul autre, ce que d'autres ne voudraient pas entendre. Que m'importe le contenu de mes lettres ? Plus elles sont longues, ou plus j'y mets de temps, plus elles valent pour moi. Parfois, effectivement, on ressent des longueurs en lisant ceci. Mais il y a une sorte de... J'écris à quelqu'un des lettres, mais je le fais pour moi quand même, d'abord. Et donc, cette réflexion sur l'écriture, elle est effectivement intéressante. Elle nous amène dans cette question-là, pourquoi écrire ? Pourquoi écrire ? Alors dans la lettre précédente, là il parle du monde, là il parle de cette fuite. Mont superbe, écroulement des neiges, amoncellement paix solitaire du vallon de la forêt feuille jaunie, qu'emporte le ruisseau silencieux. On a tous les images du romantisme, on est tout au début de la sensibilité romantique, mais on y est pleinement quand même. Que seriez-vous à l'homme si vous ne lui parliez point des autres hommes ? La nature serait muette s'il n'était plus, donc s'il n'était plus les hommes. Si je restais seul sur la terre, que me feraient et les sons de la nuit austère et le silence solennel des grandes vallées et la lumière du couchant dans un ciel rempli de mélancolie sur les eaux calmes ? La nature sentie n'est que dans les rapports humains, et l'éloquence des choses n'est rien que l'éloquence de l'homme.
la terre féconde, les cieux immenses, les eaux passagères ne sont qu'une expression des rapports que nos cœurs produisent et contiennent. Il y a vraiment cette idée d'une nature qui est saisie par le sentiment humain et que tente de saisir, mais finalement la nature importe peu, ce qui compte c'est moi dans la nature pour Senancour et pour Obermann, son personnage qui se fond avec lui. Parler de soi, parler de ce que nous sommes fondamentalement, c'est aussi évidemment ce que tente Montaigne. Alors de Montaigne, j'ai lu un très court essai, là aussi avec l'idée de lire à haute voix, qui est l'essai 26 du deuxième livre, Des pouces, où il y a cette question non pas seulement du sentiment, mais du corps, et qui nous parle donc de ce tout petit truc qu'on a là, au bout des mains, des pouces. Alors c'est pas le chapitre le plus marquant de cette histoire, ou de cette histoire, oui, c'est un peu une histoire, ces essais de Montaigne, mais il montre surtout que le pouce a été utilisé de plein de façons différentes. Il y a déjà chez Montaigne une forme de travail anthropologique. Il explique que selon les cultures, selon les époques, un pouce levé n'avait peut-être pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Il avait peut-être un sens qu'aujourd'hui on donnerait au pouce baissé. On voit aujourd'hui encore sur les réseaux sociaux et sous la vidéo que vous avez ici, par exemple, vous pouvez mettre un pouce levé ou un pouce baissé si vous n'aimez pas, mais justement... on n'est pas les premiers à réfléchir au pouce, et ce symbole-là du pouce, il a pu évoluer. Donc c'était un petit chapitre de rien du tout, c'est 2 pages, mais qui était assez intéressante. Couardise, mère de la cruauté, voilà ce que je lirai peut-être d'ici la semaine prochaine, ou peut-être pas si j'ai d'autres lectures qui passent devant. Alors, dans les lectures qui, pour l'instant, ne sont pas passées devant, donc dans Flaubert, il est là, mais Camus, je vais lire les lettres à un ami allemand, tiens, des lettres aussi, comme Obermann, comme Senancour, avec ici, évidemment, des lettres qui sont liées à la guerre. Alors, j'ai lu quelques éléments biographiques sur la vie de Camus pendant la Deuxième Guerre mondiale, son engagement dans la résistance, mais je reviendrai sur ce livre-là plus tard, parce que là, j'ai vraiment pas lu grand-chose là-dessus. Flaubert, 3 contes, c'est ma nouvelle lecture à haute voix que je propose après le Derborance de Ramus qui m'a occupé pendant pas mal de temps. Je me suis dit qu'il fallait lire quelque chose d'un peu plus court, et donc je vais lire non pas les 3 contes, en tout cas... Pour l'instant, je me contenterai d'un cœur simple, et j'ai donc lu le premier chapitre pour entrer dans cette histoire faussement simple de Félicité. Et évidemment, lire à haute voix Flaubert qui gueulait ses textes, ça a aussi de l'intérêt. Alors je ne veux pas en parler beaucoup plus. Allez écouter la vidéo qui vient de paraître sur le premier chapitre, puis la suite arrivera prochainement. Je traîne encore ma bande dessinée 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta. J'ai lu un petit peu, j'avance un petit peu, mais j'avance pas beaucoup. Je suis pas dans une période très BD en ce moment. Seul et désespéré, tout part de quelle ville en fait? On est à Rotterdam ou à Amsterdam, en tout cas on est aux Pays-Bas, et puis on s'en va sur un bateau, on force des gens à y aller, notamment cette femme qui vient de perdre son enfant et qui doit rejoindre son mari pour lui faire un autre enfant, son mari qui est parti commercer du côté de Jakarta justement, et on découvre le navire, mais il n'est pas encore parti, et donc le chapitre 2 ce sera dans le jardin du mal, mais là aussi je garde en réserve cette histoire-là. Le jardin du mal, il est sans doute
beaucoup plus présent dans le dernier livre dont je vais parler, un livre qui est le seul que j'ai lu en entier durant cette semaine, Jean-François Rouillet, une miss, j'ai de la peine à le dire, je recommence, clac, Jean-François Rouillet, une mystérieuse affaire dans le canton de Fribourg au siècle dernier. Comment un tel livre est-il arrivé chez moi? Alors, il est arrivé chez moi parce qu'il appartenait à quelqu'un dont j'ai exploré un peu la bibliothèque, ou quelques rebuts de la bibliothèque alors qu'il déménageait. Et je suis tombé sur ce livre avec intérêt. L'auteur Jean-François Rouillet a écrit aussi Crime et châtiment dans la glane au XIXe siècle, donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire. Je n'ai pas été chercher plus loin qui c'était. Le livre est assez ancien, 1975. Il y a cette question d'une mystérieuse affaire dans le canton de Fribourg au siècle dernier, puis après il y a une question, faut-il rétablir la peine de mort? Question qui s'est posée dans le canton de Fribourg, où je vis, durant cette période-là. Et donc on a une affaire judiciaire. Alors celui chez qui j'ai pris ce livre-là est toujours, je crois, un peu avocat. Donc sans doute cet intérêt pour une affaire judiciaire est-elle ici présente de par son métier, même s'il y a plein d'autres choses très intéressantes hors du monde judiciaire. Alors de quoi s'agit-il ? Voilà juste un petit bout de l'introduction. Pendant 4 ans, un monstrueux criminel va semer la terreur dans la paroisse de Salles, Gruyère, plus précisément dans le village de Ruère-Tréfaille. Il semble avoir pris à tâche de convaincre la justice d'impuissance et de pousser ce coin de pays au désespoir. Le 22 mai 1847, la dépouille d'un inconnu a été strangulée. La dépouille d'un inconnu qui a été strangulé est retrouvée sous le plancher d'un chalet situé au-dessus de Marsens. L'enquête menée à cette occasion n'aboutit à aucun résultat. Ce meurtre est le premier d'une série qui va plonger dans la plus profonde inquiétude les habitants de Ruère-Tréfaille. Voilà, on a vraiment l'affaire d'un monstre, l'assassinat des Thorimbert. Ensuite, alors les noms sont, je crois, un peu changés. Un caleçon comme pièce à conviction, le mystérieux cabinet, puis on a donc un premier suspect qui est arrêté, un certain Joseph Seignoir, présenté par ses antécédents notamment, et puis ensuite on découvre qu'il y a quand même un meurtre assez terrible qui a lieu alors que lui-même était en prison, mais sans doute le meurtre a-t-il été commis pour faire innocenter le coupable, enfin celui dont on sent, en tout cas la conviction de l'auteur ici est indéniable, que c'est lui le coupable, et tout pousse à croire que c'est le cas, et on suit donc cette enquête au jour le jour, on suit le mobile des meurtres, de nouveaux meurtres, et puis tout ça est amplifié par des cruauté faite aux animaux, des animaux qui sont eux aussi tués, de nouvelles énigmes, et tout ça a lieu dans les années 1850 dans le canton de Fribourg, période assez mouvementée en Suisse. 1847, c'est aussi l'année de ce qu'on a appelé le Sonderbund, qui est une guerre qui a opposé les cantons entre eux. Et d'ailleurs, ici, bon, il n'est assez peu question de ce contexte-là, mais peut-être cette violence de la guerre est-elle aussi liée à la violence d'un personnage, alors qui est peut-être un violent pathologique ici, sans doute. Voilà, donc un livre intéressant, et puis suivi donc de... Faut-il rétablir la peine de mort? Alors cette question-là, évidemment, elle n'est pas posée directement par l'auteur, il relate plutôt les débats sur la peine de mort dans le canton de Fribourg. Le canton de Fribourg avait aboli la peine de mort et puis l'a rétablie avant de l'abolir à nouveau. Et cette affaire-là a pu entrer en compte dans le
fait de rétablir la peine de mort, ce qui a choqué beaucoup les journaux de l'époque. La Liberté, qui est aujourd'hui encore le journal le plus lu à Fribourg, disait ceci: l'ancienne association du prêtre et du bourreau est renouvelée. Et pourtant, le ou les meurtriers de cette affaire-là n'ont pas été condamnés à mort. Mais ils ont été condamnés sévèrement quand même. Et ils ont tout fait pour nier pourtant. Bref, donc on lit ceci, cette chronique judiciaire, avec à la fois l'intérêt de nous raconter une histoire, comme on lirait un roman policier, mais aussi parce que elle est vraie et qu'elle s'est passée pas loin de chez moi. Il y a cette lecture qui nous pousse à essayer de comprendre les mentalités d'une époque, la sensibilité d'une époque, un peu après celle où vivait Senancour, un peu avant la nôtre, peut-être une époque finalement assez proche de celle d'où vivait la félicité d'un cœur simple de Flaubert. Voilà. Je viens de parcourir les livres qui sont en cours de lecture ou terminés ou à peine commencés durant cette semaine. Donc j'ai du pain sur la planche, il y en a parmi ceux-là que j'ai à peine commencé à lire. J'en parlerai de manière plus approfondie, je pense, les prochaines fois. Peut-être bien que je vais quand même réussir une fois à la lire vraiment, cette bande dessinée, d'autant plus qu'elle est en 2 volumes. Et les autres livres aussi. Voilà. Au revoir et à bientôt.